Donc, bonjour Clément, bonjour Florent, merci beaucoup d'être là ici pour partager vos expériences en fait, de recrutement, de gestion d'équipe, de constitution d'équipe lorsque votre boîte croît. Et c'est vraiment en fait ce sujet-là qu'on va aborder aujourd'hui. On dit toujours que les équipes, c'est la chose la plus importante dans une boîte. Et bien sûr, toi Clément, tu es CEO et tu nous avais dit en préparation de cet événement c'était un sujet qui avait occupé une grosse partie de ton temps, ce recrutement et cette constitution d'équipe, avant, pendant et après ta levée de fonds, pendant lesquels vous êtes passé de 5 à une vingtaine, et avec à une vingtaine aujourd'hui, donc c'est assez impressionnant, bravo. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'être une quarantaine d'ici la fin de l'année, d'ici février prochain. Donc, c'est tout le malheur qu'on te souhaite, en tout cas. et, euh, et bien sûr, par contre, tout ça, ça se prépare. Qui est-ce qu'on choisit comment est-ce qu'on choisit ça? Donc, Florent aussi a l'habitude des grosses équipes, donc qui s'occupe de toute la partie France de Seed Eagles qui est présente en France et au UK. Et Seed Eagles, du coup, comme il venait de le dire, c'est une entreprise qui a déjà 130 employés. Donc, maintenant que nous sommes ici, tous ici présents, avant de laisser Clément et Florent se présenter, je voulais juste vous inviter à vous présenter dans le chat et à nous dire où est-ce que vous en êtes et quels sont vos business. Posez vos questions en live. Ça va vraiment être une conversation aujourd'hui. Et Clément et Florent, je vais vous laisser vous présenter. The stage is yours. Ça marche. Je commence, Laurent, ou tu veux... Ouais, j'y vais. OK. Donc, moi, je m'appelle Clément. Je suis le cofondateur et le CEO d'Aria. Donc, ce qu'on fait chez Aria, c'est on est une solution de financement de factures entre deux entreprises. On a commencé par une cible qui est sur laquelle on a pas mal communiqué, c'est autour des freelances, financement de factures des freelances, parce que les freelances, ce sont les plus petites des entreprises. C'est ceux qui sont le plus sujets à des problèmes de trésorerie et de retard de paiement, de délai de paiement de leurs clients. Et donc, en fait, ce qu'on a assez logiquement, on s'est adressé à cette cible-là pour, en gros, donc un freelance va travailler, un développeur travaille on va dire chez L'Oréal. Pour simplifier, il va avoir une facture à la fin du mois lorsqu'il a fini son travail. Il va avoir 60 jours de délai de paiement et puis potentiellement, il peut y avoir un petit retard qui va s'ajouter à cela. Donc, avec Aria, la différence, c'est qu'il va être payé dès la fin du mois. Il ne va pas devoir attendre les 60 jours. Et nous, en fait, on attendra le paiement du client final, du donneur d'ordre, tout simplement. Donc voilà, ça, c'était vraiment notre cible prioritaire. Donc là, on est en train d'élargir plus globalement à n'importe quelle relation entre deux entreprises. Donc la logique, c'est de pouvoir fluidifier le paiement. On est dans un monde où un peu tout va vite, les projets doivent être délivrés rapidement, etc. Il n'y a que le paiement qui est un peu, c'est un peu un non-sens. Il n'y a que le paiement qui est très lent. Et donc voilà, on essaie de mettre un peu d'huile dans tout ça. Et donc, ouais, peut-être un peu sur l'historique. Donc, on était deux fondateurs de Aria, avec Vincent, mon associé. On a fait un tour de financement en mai dernier, donc un seed, et on était à l'époque du coup 5 environ, et puis maintenant on approche bientôt la vingtaine. Et donc, on va revenir sur ces points, mais voilà un peu quelques éléments sur la boîte. Je vais enchaîner du coup de mon côté. Donc bonjour à tous et merci à Oriane et l'incubateur HEC avec qui on a fait pas mal de webinaires de notre côté avec Seed Legals. Donc pour me présenter, donc moi je suis Florent, je suis country manager France de Seed Legals. Donc effectivement, comme l'a dit Oriane, on a nous des locaux en Angleterre, en France et on a ouvert aussi à Hong Kong et Singapour parce qu'on s'est lancé en 2016. Et Seed c'est quoi? En fait, c'est une plateforme SaaS qui permet de digitaliser toutes les opérations sur le capital. Donc, grosso modo, tout ce que vous pouvez être amené à faire en termes de financement, donc sous forme de BSR pour la France ou d'augmentation de capital. Donc, typiquement, le CID, comme tu as pu faire Clément, on peut accompagner là-dessus. La gestion des tables de capitalisation, tout ce qui est suivi des actionnaires, des associés. On a également tout ce qui est partage du capital, parce qu'on va en parler aussi dans la partie peut-être culture d'entreprise, mais attractivité des talents, recruter, ça demande aussi effectivement de proposer des salaires, mais aussi peut-être du partage du capital, donc sous forme de BSPCE en France. On a l'équivalent en Angleterre, on a pareil aussi à Hong Kong, Singapour, mais donc nous, on se focalisera sur la France. Et donc, nous, on propose justement avec la plateforme et de notre équipe de pouvoir faciliter tous ces aspects-là, de les rendre plus accessibles, plus rapides, transparents. Voilà un peu la proposition de valeur qu'on a avec Seed Legals. Et effectivement, on est 130 donc, au global. En ce qui concerne donc principalement les équipes en Angleterre, en ce qui concerne la France, on a lancé, donc c'était en 2020, et on a commencé à deux, à défricher le marché français. Puis après, on a doublé les effectifs à hauteur de 4 personnes. Et puis après, là, on est justement sur une logique de recrutement, ce qui occupe pas mal aussi mon temps. Et donc, je suis tout aussi curieux d'avoir des feedbacks, Clément, sur la manière dont tu t'y prends. Du coup, on était ravis de participer à ce webinaire.
ce matin. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Donc, forcément, on a plein de questions. Donc, Florent, tu avais une première question pour Clément. Donc, Ouais, en fait, justement, de la préparation un peu de ce webinaire, on s'est dit tous les trois avec Clément que ce serait peut-être pas mal d'orienter la discussion autour de 3 grands axes. Donc, le premier, c'est un peu la genèse, quoi. C'est d'où on part, et notamment ton cas, Clément, il est assez révélateur de comment tu crées une boîte, après comment tu vas pouvoir la financer. Et donc, forcément, comme tu l'as aussi dit, Oriane, c'est un sport collectif plus qu'individuel. Et effectivement, les équipes, c'est une des clés de la réussite d'un projet, d'une startup, on le voit tous, et c'est nécessairement au début via les fondateurs et la complémentarité des équipes. Nous, on le voit, on n'a plus 35 000 startups sur la plateforme, on a accompagné des centaines de boîtes. Et souvent, en fait, c'est des boîtes early stage, donc qui sont un peu dans ta situation, Clément, qui était, au début, tu te lances, et qui était celle de Célégal aussi au tout début, hein, mais tu te lances, tu as un besoin de financement. Donc, après, il va falloir que tu recrutes tes premiers talents. Donc, on va en parler. L'autre point, c'est une fois que tu as passé l'autre étape, mais l'autre étape, encore faut-il y arriver, et c'est lever des fonds, c'est un moyen, et généralement, c'est un moyen aussi pour recruter ton équipe. Comme on se l'est dit, hein, tu vas nous en dire un peu plus sur combien de pourcentage de ton montant levé peut-être sur les 4, tu dédies au recrutement. Je pense que c'est assez important. Et enfin, c'est un peu la question, tu crées une boîte, donc c'est centré sur une équipe, la construction de cette team-là. Ça va avec la culture de l'entreprise. Et donc voilà le troisième et dernier point qu'on pourra aborder. Donc, première question, effectivement, comme tu dis, Oriane, c'est toi, si tu nous fais un peu ton historique comme tu l'as présenté rapidement, mais ok, tu as créé Aria, vous étiez 2 cofondateurs. Tu es passé par des alternants au début, ou est-ce que vous étiez tous les deux? Comment vous avez fait justement pour… Parce que vous avez fait un premier financement, même si on part au tout début, vous avez mis vous-même des billes un peu au départ, vous étiez au chômage, après vous avez commencé, si on repart vraiment du départ, comment tu as commencé tout ça, quoi? Ouais. Comment on a commencé? Bon, au début, on était 2 avec Vincent. On n'était pas au chômage. On avait, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu des premiers financements. Alors, on a mis un tout petit peu d'argent au début, vraiment pas grand-chose. Et ensuite, on a eu accès. Ce qui est quand même assez pratique en France, c'est qu'il y a quand même BPI avec cette. Bon, ça remonte un peu, mais la première subvention de 30 000 euros qui permet déjà de commencer. Donc, la bourse French Tech, ouais. French Tech. elle aide beaucoup de personnes, celle-là. Et après, on a eu la chance, et ça, c'est aussi grâce à Station F. En fait, en arrivant à Station F, pour moi, ce qui est intéressant à Station F, avant tout, c'est le côté, on a accès à l'information, auquel on pourrait passer à côté de cette information en n'y étant pas. Et donc, on avait vu passer une fois un message sur un prix régional, une subvention régionale, et en fait, on avait gagné ce prix-là. Ce qui nous a permis finalement d'avoir une subvention de 150 000 euros. Ce qui était quand même un super Un booster sympa, hein. un super booster, Ouais. un peu d'argent. Et après, on avait aussi donc été lauréat de Wilco, qui est aussi vraiment une super marque sur les accélérateurs. Et bon, donc voilà, on avait constitué un petit pactole d'argent qui nous a permis de démarrer. Et donc, au début, forcément, on a des dépenses, on fait gaffe à. Donc, il y a vraiment, pour moi, il y a 2 étapes, quoi. Il y a l'étape avant, une vraie levée de fonds qui permet de recruter des profils assez seniors. On va peut-être revenir dessus. Il y a l'avant où, en fait, on va recruter des profils un peu plus juniors. Et donc, alors, on a bossé avec des stagiaires, on a bossé avec des freelances, pas mal, justement, parce que c'est compliqué, en fait, de s'engager sur des contrats longs quand on a finalement pas énormément de cash devant nous. Donc, en fait, voilà, c'était plutôt. On essayait de faire un maximum avec Vincent, de faire avec les moyens du bord, faire avec des outils no-code, limiter. On va pas construire un produit tout de suite avec des développeurs, ce qui va coûter cher. Donc, en gros, c'était avancer avec un peu les moyens du bord, recruter des profils assez jeunes. Clairement, sur les profils jeunes au début, en fait, aujourd'hui, très concrètement, il y en a 2 qu'on a gardés. Sur combien à peu près? Parce qu'il y avait quoi On a Parce dû qu'après, bosser. tu as les stagiaires, il y a pas mal de turnover, forcément, c'est Ouais, limité, voilà. quoi. Et donc, voilà, Mais… c'est pas que notre fait, c'est pas que nous qui nous disons ouais, qu'on bien arrête, sûr. mais on a dû bosser avec peut-être 6, 7, 8 personnes différentes, que ce soit en freelance, en stage. On n'avait pas fait d'alternance à Ok. l'époque. Mais finalement, là, aujourd'hui, il y a encore Kéliane qui est développeur chez nous, qu'on avait recruté en stage à l'époque.
qui, malgré son jeune âge, est très, très talentueux, enfin, qui est vraiment exceptionnel. Et après, on a aussi Grégoire, qu'on avait recruté aussi en stage et qui est lui sur la partie design et qui est toujours chez nous également. Donc voilà, il y a un peu cette étape-là. Et puis après, il y a l'étape post-levée où là, enfin, le vrai levé, j'entends, avec des vrais moyens, où là, en fait, on peut structurer une équipe vraiment. Et alors, notre stratégie, nous, avec Vincent, c'était de se dire, on va constituer un peu une équipe, un peu une core team, on va dire, avec des profils qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience et qui délivrent, en fait, on n'a pas la capacité à court terme d'encadrer des profils plus juniors. Et donc, en fait, voilà, on voulait se structurer avec une équipe qui va sur tous les sujets de la boîte, enfin les principaux. Et ensuite, on va pouvoir. Après, je pense que la prochaine étape, ça va être de pouvoir structurer avec des profils encore plus seniors et des profils. Mais là, tu reprends. Mais voilà. ça, c'est intéressant parce que effectivement, tu as d'abord, en fait, c'est normal, tu es une approche lean. Tu prends des personnes qui sont assez jeunes qui, effectivement, pourront t'aider, qui sont dans un cadre, un stage ou une alternance. Il y en a pas mal qui utilisent aussi ce format-là parce qu'il y avait eu des aides aussi d'un point de vue de l'État avec quand même une prime justement au recrutement pour les alternants qui a été poussée. Donc, c'était aussi une belle opportunité de ce que j'avais pu voir. Et là, ton point, c'est intéressant parce que c'est de te dire, OK, tu fais le maximum, toi, de toute façon, en tant que cofondateur. Tu as des personnes qui vont t'aider, peut-être qui pourront te suivre sur du long terme et tu as donné l'exemple. Mais avant ça, il faut arriver justement à atteindre certains objectifs qui te permettent de ensuite décrocher d'un point de vue financement. Et donc là, on parle du seed. Mais on va revenir un peu sur la préparation. Moi, je donne l'exemple de Seed Legal, ce qui est un peu différent parce que nous, ça a été créé par 2 cofondateurs qui, en fait, eux, sont des personnes qui ont pas mal d'expérience. Ils ont plus de 30 ans d'expérience dans l'écosystème tech. C'est Laurent Lafille et Anthony Rose. Laurent Lafille, lui, c'est un ancien managing partner d'un fonds d'investissement. Et Anthony Rose, c'est un serial entrepreneur qui a monté plein de boîtes, qui avait bossé chez la BBC iPlayer, la BBC qui avait développé le iPlayer là-bas, d'un point de vue streaming. Et en fait, eux, ils avaient déjà vendu des boîtes et ces expériences-là. Et donc, ils avaient quand même un petit pécule qu'ils ont pu mettre dans Seed au tout début. Et c'était l'équivalent d'un pré-seed, quoi. Et donc, là, on voit un peu cette différence. Et ça a été aussi staffé. Les premiers salariés, notamment avec notre CTO qui est Antoine Drogon, et qui est lui, en fait, était un ancien d'une boîte qu'avait financé Laurent Lafille. Donc on voit, on était aussi dans une logique un peu différente où on a des personnes qui sont avec une certaine expérience, qui ont un peu de cash à mettre pour lancer la boîte et un réseau qui permet de recruter les tout premiers de la core team. Et donc c'est intéressant parce que ça a permis de construire le début de ce qu'a été Seed Legal donc en 2016, mais on est dans un schéma qui est un peu moins commun que celui que tu as décrit effectivement, Clément, quoi. Et donc là, après, il y a eu la levée de fonds, mais qui est arrivée plus tard. Elle est arrivée en 2019, donc 3 ans plus tard, parce que dès le départ, l'idée avait été d'avoir ce cash pour ensuite avoir une certaine rentabilité et après d'aller chercher du financement. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, la boîte est toujours rentable. Et les 3 millions de pounds qu'on a levés, qui était une série A qui a été leadée par Index Ventures, et avec d'autres investisseurs comme Kima et tout sur le marché français, servaient sur l'internationalisation. Voilà pour l'idée, quoi. Donc, on voit, il y a 2 schémas assez différents. Mais Peut-être une remarque là-dessus. Effectivement, en fait, je pense que tu as un peu une prime pour les serial entrepreneurs. Typiquement, ce qu'on fait tout le temps, c'est quand tu as un entrepreneur qui a déjà monté une boîte, qui l'a revendue ou qui a déjà fait un exit. En fait, derrière, il peut facilement lever. Et effectivement, en fait, par choix, par goût, on préférerait lever plus rapidement parce que ça permet d'accélérer. Ça permet Après, il y a le deuxième point, c'est peut-être qu'à l'époque Seed Legal, vous avez été déjà très au clair sur un produit qui allait être tout de suite fité avec un besoin. Et dans ce cadre-là, effectivement, tu peux dire, OK, je parie de l'argent tout de suite dessus. Nous, au tout début, avec Vincent, on était aussi un peu en recherche de positionnement. Et ça ne sert à rien de déclencher un fric fou bêtement, parce que l'argent coûte le plus cher quand tu démarres, parce que c'est là que tu le lèves avec les moins bonnes conditions. Donc, en fait, tant que tu n'as pas vraiment ton positionnement, et en fait, moi, un conseil que je dirais à posteriori, c'est que c'est hyper important de trouver son positionnement, même avec un produit complètement nul, complètement dégueu. Et nous, au début, notre premier produit, on l'a vendu, c'était vraiment un fichier Excel partagé. Et en fait, on a construit le produit après, et en fait, on n'a pas levé des fonds avant d'avoir fait ça. Et du coup, en fait, concrètement, au tout début, tu n'as pas vraiment besoin de fonds énormes pour pouvoir prouver que tu as déjà des premiers clients qui achètent ton produit, aussi dégueu soit-il, quoi. Et alors, du coup, t'as soit toi, tu es un serial entrepreneur et tu as déjà une idée très claire du produit qu'il faut faire. Et bon, à ce moment-là, tu lèves et tu avances plus vite.
Maintenant, si tu n'as pas une idée très précise de ton positionnement et de ton product market fit, et en plus, tu n'as pas vraiment les moyens, il faut démarrer et prouver des choses. Mais voilà. Et c'est pour ça que, effectivement, ton cas, toi, Clément avec Aria, il est beaucoup plus commun que celui de Seed Legals avec Anthony et Laurent qui ont lancé ça. Et effectivement, tu as cette prime au fait d'avoir déjà eu une expérience entrepreneuriale, en plus, qui a permis de lever des fonds et de revendre des boîtes. Donc, tu es un peu bankable sur le marché, en gros, puis tu as, un réseau. Mais clairement, et sur la partie positionnement, je te rejoins tout à fait. Si tu n'as pas de positionnement, tu fais lean, MVP, tu testes ton marché. Et après, une fois que tu commences à avoir cette traction, là, tu peux aller chercher un peu des financements. Et ouais, je te laisse, Oriane. Oui. Alors, comme vous venez de le voir, je viens de lever la main. Vu que j'ai une question, je vous invite vraiment, vous aussi les participants, à lever la main si jamais vous avez des questions et ou à les poser dans le chat et l'onglet Q&A. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que, en fait, donc vous avez eu des besoins, on vous a dit, OK, on a besoin de personnes qui ont de l'expérience sur certains sujets. Est-ce que, pour constituer cette core team, justement, alors, comment est-ce que vous avez fait pour déterminer vos besoins? J'imagine qu'une partie, c'est imposé à vous, mais parmi ceux qui sont imposés à vous, en fait, est-ce que vous êtes trompé parfois dans les besoins où vous avez recruté plus sur un type de profil et en fait, vous vous avez dit, ah non, c'était plus là qu'on en avait besoin. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour éviter de se tromper? Ouais, ça arrive de se tromper, évidemment. Ce qui est important, c'est de rapidement, le reconnaître, en fait, quand il y a, mais comme dans tout, en fait, hein, dans le recrutement, mais Ouais. comme sur les autres sujets. Hein. Enfin, le but, c'est de pas se mentir à soi-même et pas de se dire, même nous, au début, d'un point de vue produit, hein, on a fait des erreurs, on se disait, OK, on était convaincus que ça, c'était les bonnes. Et puis, en fait, on s'est un peu voilé la face sur certaines choses en disant, non, mais si, ça va marcher. Et puis, mais ça, c'est du temps perdu. Et donc, sur les recrutements, c'est pareil. En fait, quand on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, rapidement, il faut savoir le reconnaître et être construit. Et en fait, un échec de recrutement, ça arrive, en fait. Hein. Donc, oui, ça nous est arrivé. Oui, ça nous est arrivé typiquement sur un recrutement marketing qu'on avait voulu recruter trop tôt parce qu'avec Vincent, on ne vient pas de cette partie-là. Et en fait, on s'était dit, OK, on a besoin de recruter quelqu'un. Et sur cette partie-là et ça n'a pas fonctionné. Et puis voilà. Hein, donc ça, c'était effectivement un premier échec de recrutement, mais bon, on l'a rapidement identifié. Et puis après, le but, c'est de surtout rester, de trouver la façon la plus humaine de le faire et d'accompagner. Généralement, quand on se trompe, ça vient de nous, en fait. Et il faut essayer d'être le plus conciliant et le plus en soutien d'une séparation avec un salarié. Ouais. Et cette question, moi, elle m'amène aussi à une autre question qui est sur la partie justement comment on planifie notre plan de recrutement, notamment en vue du besoin de financement qu'on aura défini en vue de la levée. Donc là, pareil, sur le premier point, OK, on fait un peu en version lean et c'était assez clair, tu vois, ton exemple, toi, avec Aria, avec Clément. Et après, l'idée, nous, on le voit avec la majorité des startups qu'on accompagne pour les levées de fonds, donc du préfinancement, OK, on vient peut-être se faire financer en BSAR, on a levé, je sais pas, 100, 200 000 euros. On a fait un peu d'effet de levier aussi avec la BPI, où on a eu aussi des subventions comme tu l'as eu, toi, avec Aria, Clément. Et après, c'est OK, on va atteindre certains KPI, certains objectifs en termes de nombre d'inscrits, peut-être un peu de revenus, peu importe notre modèle. On va aller chercher des fonds, mais on a défini ce besoin de financement. Toi, tu l'avais défini justement à hauteur de combien? Parce que tu splits aussi entre ce qui est de l'equity, donc des investisseurs qui vont mettre, et aussi de la dette. Mais ça, c'est le montant global que tu estimes en besoin de financement. Et en gros, ma question, c'est sur justement le plan de recrutement que tu as défini. Tu l'as défini comment et à quel moment? Est-ce que c'était direct avec dans ton pitch deck? Ça, c'est des questions qui viennent côté nous, des boîtes qu'on accompagne. Est-ce qu'on le met dans le pitch deck? Peut-être pas de manière détaillée, mais ça, c'est des éléments que tu vas être amené à discuter avec tes investisseurs. Comment s'est passé, toi, de ton côté? Je pense que c'est Ouais. assez intéressant d'avoir ton retour. Tu le mets pas dans le pitch deck. Je pense dans le pitch deck, tu peux mettre les key people, quoi, un peu les recrutements qui sont importants. Après, mais sur un site, pas vraiment en fait. Sur une série A, je pense qu'effectivement, tu dois faire peut-être un slide sur c'est quoi les principaux recrutements que tu veux faire. Et après, sur un site, nous, non, dans le BP, on avait modélisé effectivement des recrutements, un plan de recrutement. Et donc voilà, oui, on avait fait ce travail-là. On s'était dit, OK, bon, bah là,
voilà les objectifs qu'on veut atteindre d'un point de vue produit. Du coup, notre site, il a permis aussi de développer vachement de produits. Donc, c'était Ouais. surtout la dimension produit qu'on voulait financer. Et donc, oui, on avait fait cet exercice au moment de la levée, quoi, donc quelques mois avant. Après, cet exercice, encore une fois, c'est très compliqué de le tenir de façon ultra précise. Disons que je pense qu'on l'a tenu à 70%, mais c'est normal parce qu'en fait, ça évolue. Et donc, Clairement. Mais puis ça, c'est ce qu'on s'était dit aussi pendant la préparation du call, ouais, c'est-à-dire bah, ton BP, pareil, c'est toi qui mets les chiffres et ta progression de croissance dans un tableau Excel. Donc forcément, si tu fais 100% à chaque fois sur 3 ans, c'est magnifique. T'es ouais. un devin. Mais on sait que ce n'est pas vraiment le cas. Et pareil pour le plan de recrutement. Effectivement, tu vois jamais dans les pitch decks le recrutement détaillé que tu envisages de faire. Mais tu sais, souvent, tu dis, OK, bah, moi, je n'envisage pas j'ai un besoin de financement et la levée de 2 millions ou 4 millions, peu importe. Bah, il y a tant qui va partir dans du développement tech, il y a tant qui va partir dans du recrutement. Toi, en termes de pourcentage sur le montant que vous aviez levé, c'était combien? C'était la majorité pour le recrutement, Ouais, du recrutement? ouais, bien sûr. Ouais, ça devait être Ouais, 70%, quoi, je pense. ouais, ouais, voilà. Ça, on l'observe aussi. Nous, la plupart des boîtes, c'est typiquement, tu lèves des fonds ben, principalement pour aller recruter tes équipes. Et ce plan de recrutement, justement, comme tu l'as dit un peu en filigrane avant, l'idée, c'était, OK, maintenant, tu passes tu fais lean, tu recrutes des personnes qui sont peut-être un peu juniors avec les stagiaires alternants et tout, comme on se l'est dit. On avait fait aussi pareil à Sillegals France, hein, forcément, parce qu'on a un peu la logique de startup dans la startup. Quand même, j'ai décrit un peu, nous, le début, le lancement de Sillegals qui était un peu différent. Mais après, c'est de te dire, OK, mais comment on définit, nous, tes key people? Quel est, justement, et c'était la question aussi d'Oriane, c'est, OK, là, j'ai besoin comme tu as dit, pour éviter la problématique peut-être du marketing qui est venu trop tôt, mais là, tu sais que tu es arrivé avec des financements, des moyens. OK, maintenant, moi, j'ai mes key people, et donc tu passes en fait de personnes qui sont peut-être un peu plus juniors à du senior. Enfin, ou Ouais. peut-être pas du senior, mais justement, c'est là où je suis intéressé pour avoir tes feedbacks. Bah, pardon, sur le site, ce qui était la priorité, c'était de constituer une équipe produit ultra solide qui allait voilà, passer d'un produit qui était extrêmement limité, très très, très simple, mais qui avait fait ses preuves, en tout cas d'achat, à un produit voilà, digne de ce nom. Donc en fait, l'équipe People, ça a été une équipe tech. Donc aujourd'hui, on a une équipe, on a cinq développeurs, un product manager, un designer junior et un designer plus senior. Et donc, voilà, disons que sur cette partie-là, c'était ça les besoins les plus importants. Assez rapidement, ça a été de recruter aussi sur la partie support client Ouais. qu'on a recruté, enfin, qu'on a mis en place. Et on continue de recruter sur ces pôles-là. L'équipe finance aussi, parce que donc, nous, on a une activité qui est quand même très financière. Donc, Métier, quoi. voilà, métier Ops, parce qu'en fait, on avance toujours en faisant un maximum d'automatisation, mais si on veut aller vite, il y a toujours une part d'Ops en fait chez nous. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, les Key People, il y a un an, c'était vraiment produit. Et donc là, on est hyper fiers de l'équipe. Et donc, on a recruté des profils voilà, qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience pour avoir vraiment une équipe qui délivre et qui sait faire et qui a déjà fait en fait et qui a déjà fait ces étapes-là. Là, pour nous, maintenant, les key people, bon, là, en fait, on a un directeur commercial qui va nous rejoindre très bientôt là. Ça, c'était un key people pour nous maintenant, hyper important. Et puis, pareil, on va structurer plus globalement le marketing, des profils peut-être plus seniors sur la partie finance également. Donc voilà, les key people, ils évoluent, mais pour nous, là, ça devient assez limpide, en fait. Ça devient assez naturel. En fait, on identifie très vite les besoins. Et là, on n'a jamais été pris de court. Enfin, si, le recrutement, ça prend du temps. Mais disons on n'est pas vraiment pris de court. C'est assez limpide, finalement. Par rapport au tout début où on hésitait un peu. Ouais. Parce qu'il fallait, Tu sais pas trop où tu vas. on apprend aussi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, Oriane, À ce propos, oui, je sais qu'en fait, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée en fait, par le passé dans les startups que j'ai accompagnées. En fait, il y a toujours une appréhension à recruter des personnes plus expérimentées que nous. Comment on fait pour évaluer quelqu'un qui s'y connaît mieux dans son domaine que nous? super question. Ouais, effectivement, enfin, mon rôle et le rôle de Vincent aussi, en fait, c'est de faire quelque chose et puis de recruter quelqu'un qui va le faire 10 fois mieux que nous. Et donc, comment on fait? En fait, alors,
soit on a dans notre entourage des personnes qui, donc, je sais pas, des investisseurs qui ont fait beaucoup de produits dans leur vie et qui vont pouvoir faire passer un entretien technique, par exemple, au PM qu'on va recruter ou aux développeurs. On va avoir quelqu'un non, qui vient plutôt du sales et donc qui va pouvoir faire passer des entretiens à des sales. Donc, en fait, déjà avoir dans notre entourage, disons, pour évaluer les qualités, disons, techniques ou les hard skills un peu. Après, ce qui me paraît peut-être encore le plus important, c'est les premiers recrutements, c'est de s'assurer, on va peut-être en parler dans la troisième partie, c'est plutôt les sujets de culture d'entreprise, s'assurer que les personnes qu'on va recruter ont la bonne attitude et sont en accord avec nos valeurs qu'on met en place. Et donc, c'est un mélange de tout ça. Les hard skills, c'est assez facile finalement. Réseau, on peut faire passer des tests techniques aussi. Et puis après, une fois qu'on a déjà une équipe structurée, qu'on recrute par exemple un troisième ou un quatrième développeur, c'est en interne qu'on peut faire des tests et évaluer. On peut passer par des cabinets de chasse aussi, ce qu'on a fait aussi, nous aussi, mais ça, on pourra aussi en parler. Mais ce qui est important, c'est le fit humain. On est une petite équipe au début. Passer de 5 à 20, en fait, ce qui est hyper important, c'est de savoir qu'on a envie de bosser ensemble, qu'on a une confiance infinie dans toute l'équipe et que tout le monde est raccord sur l'objectif, l'ambition, la vision de où on veut aller. C'est ça qui me paraît le plus important. Et en fait, petit à petit, le but, ça va être de recruter des profils qui sont encore de plus en plus qualifiés, entre guillemets. C'est un peu ça. Il y a une bonne référence, hein, c'est le bouquin de Samuel Lian qui explique bien ça. En fait, le but, c'est de recruter constamment des profils Meilleur que toi, quoi. meilleur tout le temps, quoi. Ouais. Ça, moi, j'insiste sur ce point. Il y a 2 points effectivement hyper importants. C'est, comme tu l'as dit, Clément, c'est recruter des profils qui sont meilleurs que toi dans des expertises qui ne sont pas forcément les tiennes, parce que toi, par un peu définition aussi, peut-être que tu es bon dans un certain domaine en tant que fondateur ou en tant que, tu vois, responsable, tu vois, par exemple, moi, de l'équipe française, où moi, je suis avocat de formation, donc j'avais forcément aussi pas mal de connaissances sur la partie juridique et métier. Et après, j'avais créé une boîte avant aussi, donc j'avais aussi pas mal vendu, donc sur la partie sales, ça va. Mais tu me dis sur la partie produit et tech, voilà, il faut recruter des personnes qui sont vachement meilleures que toi. Et donc ça, c'est le premier point, parce que toi, tu es plutôt généraliste. Donc après, c'est recruter effectivement des experts dans les domaines où tu as ces besoins. Et c'est ce que tu dis là, Clément. Et le deuxième point, c'est effectivement cette autonomie et confiance dans l'équipe. Et donc ça va de pair. Donc il peut y avoir des personnes juniors qui sont très autonomes et très, très, très matures par rapport à leur poste. Mais après, voilà, il ne faut pas non plus se dire des personnes qui sont peut-être juniors, et c'est peut-être des travers qu'on peut avoir aussi au début de projet en se disant, OK, il y a une personne peut-être un peu junior, mais comme elle était là au début, on va la mettre tout de suite head off et en fait la faire monter tout de suite très rapidement. Et ça, c'est un peu souvent une fausse bonne idée. Je l'avais vu dans des expériences passées aussi. Parce que en fait, cette personne, on se dit, OK, oui, tu as l'ancienneté d'être là avant, mais en fait, tu n'as peut-être pas suffisamment la maturité ni la connaissance métier. C'était ton premier poste, c'était la première fois que tu arrivais dans une boîte ici. Et donc, d'où l'importance, comme tu l'as dit dans le plan de recrutement, d'avoir ça en tête pour éviter peut-être voilà, que la personne monte trop vite, trop haut. Et ça, c'est un peu derrière une cause de burn-out, une cause justement de mauvaise maîtrise peut-être de l'équipe ou peu importe les conséquences, mais ça peut avoir aussi des aspects négatifs. Donc, c'est un point, voilà, autonomie, confiance, mais ça va de pair avec ça. Ouais, c'est clair. Et puis, un des écueils, c'est effectivement de mettre des si quelque chose partout, des head of tout. Ouais. Et donc ça, nous, on fait très attention parce qu'en fait, si tu mets un si quelque chose avec une personne dans l'équipe et qu'en fait, derrière, tu dois vraiment recruter quelqu'un qui va être un vrai si quelque chose en ayant une équipe de 15 personnes, ça va créer des frustrations et c'est idiot, quoi. Donc, ouais, il faut s'éviter ça, clairement. Et d'ailleurs, sur la partie concrète, tu en as parlé aussi, Clément, pour recruter, parce que ça prend un temps de dingue. Et justement, concrètement, nous, de notre côté, on a cherché, on s'est dit, OK, est-ce qu'avec Welcome to the Jungle, ça peut être utile? Donc, il faut faire notre page. Est-ce qu'on va aller aussi chasser nous-mêmes? Tu vois, moi, j'avais regardé sur Sales Navigator, envoyer des petits messages par-ci, par-là. Pareil, passer par des agences de recrutement pour quelques profils. Tu as utilisé quels canaux et comment c'est… J'ai utilisé pareil. Moi, j'ai fait du démarchage. En fait, je passe encore du temps à cibler des profils en me disant, OK, ça, c'est vraiment ces 10 profils-là, c'est vraiment sur le papier. Après, il faut pouvoir humainement si ça se passe bien. Mais en tout cas, sur le papier, c'est exactement les profils qu'il nous faut. Donc, je vais sur Sales Navigator, je vais envoyer des messages, je vais faire des ajouts, je vais envoyer un message en m'intéressant vraiment en fait, à la personne. Donc, ça, je continue de le faire.
parce que c'est clé. Enfin, pour moi, c'est vraiment la clé, le recrutement. Et après, on peut passer par des cabinets aussi. Et donc ça, on l'a fait également. Bah Et voilà, ça, c'est quel ouais. profil tu t'es dit pour passer par des recrutements? Après, je te laisse, Oriane. Mais parce que moi, c'est une question que je m'étais aussi posée. C'est forcément, c'est peut-être des profils un peu plus clés que, Ouais. je sais pas, sur un Oui, profil bien. peut-être SDR pour un Sales Development Representative. Tu vois, tu dis, bon, OK, peut-être pas passer par un cabinet de chasse, mais en même temps, le marché, il est hyper tendu. Ouais. Et Bah, nous, on a recruté des développeurs parce que c'est très tendu, effectivement. Et puis, voilà, pour le rôle de Head of Sales, là, qu'on a recruté, pareil, c'était via un cabinet. OK. Ouais. Donc, en fait, et puis, en fait, tu n'as pas le choix. En fait, c'est une course un peu contre la montre. Donc, le but, c'est Ouais, d'aller vite. Donc, en fait, ouais. bon, bah, tu fais comme tu peux, quoi. Il y a une question de peut-être Oui, Olivier. tout à fait. Olivier avait une question justement sur le recrutement senior, le bon moment en fait pour recruter un senior. Olivier, je te laisse poser ta question en mail. Ah, Olivier, malheureusement, on ne t'entend pas. Du coup, enfin, désolée. Je vais me permettre du coup de poser la question. Donc en fait, Olivier, donc, ils ont levé un procès avec un positionnement clair pour recruter les profils seniors, mais en fait, ils disent qu'il faut peut-être enfin, changer un petit peu de positionnement. Donc, est-ce que du coup, ils décalent leur recrutement en senior ou est-ce qu'au contraire, c'est pas le bon moment pour les faire entrer parce que peut-être qu'ils peuvent leur aider à trouver leur positionnement plus vite. Désolée pour ce bug, Olivier. On t'entend pas. Alors, peut-être ça dépend un peu du niveau, enfin, qu'est-ce qu'on entend par senior, ça dépend aussi du rôle, ça dépend aussi de l'équipe fondatrice et enfin, et à quel point le product market fit est trouvé en fait. Attends, je relis le Mm. message. Quoi, on a Ouais, c'est ça, c'est vraiment la question du positionnement. Est-ce que besoin vous de aviez une idée claire pour le précide, mais après, ça s'avère que bah, c'est pas si clair que ça. Et je pense qu'un rôle senior, en tout cas, si je permets, hein, je te laisse Clément, mais euh, bah, il faut pas non plus trop compter sur ce poste senior-là qui va vous apporter toutes les réponses à vos questions, en tout cas personnellement. Euh, Ça va vous aider, certes, mais vous avez peut-être aussi des investisseurs ou autres avec qui vous pouvez discuter et qui ont de l'expertise sans forcément en fait, vous dire si on recrute ce profil senior, c'est lui qui va nous sauver sur la question du positionnement. Donc ça, ce serait mon point, en tout cas ma reco. Mais c'est intéressant toujours d'avoir des profils métiers. Mais quand on a des profils un peu seniors ou métiers, ils vont participer bien sûr à l'évolution de votre projet, de votre positionnement. Mais encore une fois, il ne faut pas que vous soyez complètement dépendant de ce profil. En tout cas, ce serait mon avis. Et en fait, un profil, alors si c'est un profil vraiment senior, en fait, il va pas exploiter, enfin, vous n'allez pas exploiter son potentiel sur des phases encore de recherche de positionnement parce qu'en fait, des profils qui sont très seniors, ils peuvent permettre de dérouler de l'exécution. En fait, avant, tu n'as pas vraiment besoin d'exécuter, tu as besoin de trouver le bon positionnement et être sûr que c'est le bon. Après, donc peut-être faire un recrutement propre à temps plein, je pense que c'est pas forcément. Ça peut être effectivement un risque financier pour l'entreprise Ouais. parce que tu vas vite cramer les quelques économies. Sauf situation où tu es un serial entrepreneur et tu peux te permettre de lever 3 millions sur un slide et puis et dépenser plein d'argent pour Bon, le trouver. c'est pas le cas commun de tout le monde. Ouais. Voilà. Et C'est pas le sinon, cas. sinon, moi, je te recommande vraiment de passer par Enfin, si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va te débloquer, qui va vraiment t'accélérer, tu passes par un freelance. Ça va peut-être te payer, ça va peut-être te coûter cher au TJM, mais en fait, au final, c'est vachement plus intéressant parce que quelqu'un avec une journée, deux, trois, même une journée, 2 journées, de temps en temps, avec la bonne personne ou une demi-journée, tu peux rapidement, en fait, ça peut vraiment t'accélérer. En fait, si ton besoin, c'est de recherche d'une expertise très forte pour débloquer un point, ça vaut le coup de le payer cher sur une mission courte. L'avoir à temps plein chez toi et que alors que tu n'as rien à exécuter réellement, bah, ce sera à C'est mon avis. un risque beaucoup plus élevé. Ça, je suis d'accord. Ouais. Parfait. Mais moi j'avais aussi d'autres questions. J'espère qu'on a répondu en tout cas à la tienne, Oui, Olivier, c'était mais très clair, merci. sur, parce que forcément, quand on dit recrutement, ça va de pair avec ok, les canaux. Ben, on en a parlé un peu rapidement. Ok, bon, on utilise un peu tous les canaux qui sont possibles. Oui, Euh, Ludovic avait posé la question, LinkedIn, boîte de recrutement, bouche à c'est oreille. ça, ouais. Et vraiment, tu utilises un peu tout. Et pour peut-être sur la partie un peu chasse, comme on se l'est dit, Clément, sur Sales Navigator, bah oui, tu envoies des emails ou tu fais un peu comme du SDR version recrutement, quoi. C'est un peu toi aussi, tu fais le chasseur où tu screens tes profils. Ce serait quoi tes
conseils et recos, je suis preneur aussi, tu vois, par rapport à ça, sur la façon dont tu peux individualiser. Bah, pareil, c'est un peu la logique sales, mais toi, tes recos sur ça, sur comment tu pourrais aller chasser certains profils sur LinkedIn. Ouais, non, je ne vais pas donner mes secrets. Non, mes secrets, non. Non, mais en gros, si, non, mais en gros, non, mais est-ce qu'il faut se mettre à la place des candidats? Alors, déjà, c'est faire un bon screening. Parce que quitte à faire un truc quali et pas un truc massif, en fait, le but, c'est vraiment d'être très pointu sur les profils qu'on cherche, sinon ça ne sert à rien. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le. Si on fait un Tu truc préqualifies direct. préqualifie moi et je vais me dire, OK, voilà, voilà ce que je cible. Donc, ça permet vraiment d'être très précis. Et après, faut se mettre à la place des candidats. En fait, quand tu reçois des mails, des messages complètement aléatoires avec aucune personnalisation, en fait, j'essaie de faire passer le message que je me suis vraiment intéressé au profil, mais ce qui est la réalité en plus, parce que je le fais vraiment manuellement. Donc, autant le soigner le message pour montrer que tu t'es vraiment intéressé. Et généralement, les taux de réponse sont bien meilleurs parce que on dit, ça me fait plaisir de voir que tu t'es vraiment intéressé à mon profil. Et donc, alors même si souvent non, en fait, je suis très bien dans mon boulot parce qu'on cherche aussi, on cible ce qu'on considère être les meilleurs. Donc, forcément, il y a de grandes chances qu'ils soient très bien dans leur boulot. Mais de temps en temps, tu arrives sur un bon moment et ils vont te dire, ils vont te répondre à toi parce qu'en fait, tu arrives au bon moment, quoi, avec la bonne approche. Et ça me fait penser aussi, on se l'est dit, en fait, il faut être hyper rapide. Je pense que une des clés, c'est ça aussi, c'est d'être super réactif. Nous, on le voit chez Legals, et par exemple, ça prend une très grosse majorité du temps de notre CEO, parce qu'il fait les interviews aussi avec l'ensemble des personnes qui rejoignent le projet, tous, peu importe leur expertise. Ça fait partie un peu de la logique du process de recrutement, et c'est là où je voulais en venir sur le process de recrutement. Nous, par exemple, chez Legals, on peut avoir, je sais pas, 3-4 niveau d'entretien en une semaine avec la même personne. Donc, ça peut être peut-être, ok, c'est beaucoup, mais en même temps, ça permet d'accélérer et de faire une proposition assez rapide. Et donc, ça, c'est le premier point. Et dans notre process, généralement, on a une personne donc, qui fait un screening, on a notre talent team, on a après la personne qui fait le premier niveau et qui est, par exemple, moi pour l'équipe française. Après, on fait, si c'est une personne qui était en sales, on fait la head of sales au UK qui peut screener un peu sur la partie expertise. Et après, il y a le CEO. Donc, généralement, ça, c'est notre process sur le recrutement. Et comme j'ai dit, ça peut être hyper rapide, mais on ne fait pas forcément. Enfin, c'est beaucoup de fit, nous, la manière dont on recrute en termes de process. Donc, je ne sais pas comment, toi, ça fonctionne de ton côté chez Aria, Clément. Ouais. Sur les process, alors, peut-être juste une remarque, effectivement, je pense que c'est important quand tu es convaincu du ou de la bonne candidate, c'est d'aller vite. Et j'ai un recrutement en tête qu'on a loupé parce que on a un peu hésité, on n'était pas sûr. Et en fait, alors qu'en fait, on aurait dû accélérer. Et donc, ça arrive. Et il faut aussi se mettre à la base du candidat. Quand tu te sens vraiment désiré par une entreprise, en fait, ça déclenche. Donc, effectivement, ça, je te rejoins là-dessus. Et après, sur les process, les process, nous, ils ont aussi évolué. Donc, au tout début, c'est vraiment une histoire. C'est vrai que le fit est vraiment le plus important. Alors, tu valides qu'effectivement, d'un point de vue tech, technique, hard skills, ça marche bien. Mais en fait, avant tout, c'est de l'humain au début. Et c'est ça. En fait, c'est plutôt un état d'esprit ou un savoir-être qui est important qu'on va chercher parce que après on se forme. Et en fait, au tout début, même si tu as trouvé ton positionnement et ton product market fit, même tu as encore plein de choses à trouver, tu as encore plein de choses à vérifier, à valider. Donc en fait, ce qui compte, c'est d'avoir des gens qui sont capables de s'adapter. En fait, la capacité d'adaptation est vraiment clé. Et de mettre un maximum d'humains. Alors là, je pense un peu au rôle CSM ou account manager, où là, en fait, il faut vraiment mettre beaucoup d'humains. Ouais. Mais donc les process ont évolué, mais maintenant, donc typiquement, moi, mon but aussi, c'est, on est encore, et je pense que ça va très bientôt évoluer, mais j'essaie de décharger un maximum l'équipe pour pas les alimenter en fait, leur faire passer un temps fou sur le recrutement. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais le premier call d'une demi-heure Okay. pour voir tout de suite si c'est fit ou pas fit. Ouais, tu filtres toi direct. Moi, je file direct. Ensuite, je fais un point avec Vincent où on va vraiment prendre le temps de rentrer dans le détail. Et donc ça, moi j'ai une bonne référence, c'était le livre je sais plus, de Who, de A Method to Recruit a Player,
base de méthode, qui est vraiment pas mal et qui nous a permis de bien nous structurer, nous, de notre côté. Alors après, on se donne la liberté, c'est pas à la lettre exactement ce comme ils font, mais en tout cas, sur la structure des entretiens, je trouve ça pas mal. Après, on fait Parce un… qu'ils proposent, eux, pour revenir là-dessus, des scorecards aussi, non? Je crois que Ouais, alors c'est pas voilà. ça. Bon, après, c'est très technique. À certains niveaux, faut s'adapter hein, par rapport à ça. Parce que je l'avais lu, j'avais trouvé aussi assez intéressant ce bouquin. Mais comme tu as dit, faut pas l'appliquer de manière hyper orthodoxe, quoi. L'idée, c'est de Voilà. s'en inspirer, mais pas de OK, tu as ta scorecard et tu screenes le candidat comme un robot. La scorecard, pareil, nous, limite, c'est peut-être la chose qu'on retient le moins, c'est plutôt la structure des entretiens, moi, que j'aime Ouais. bien. Où en fait, tu poses des questions sur sur toutes les expériences qui sont un peu les mêmes à chaque fois. Donc, ça permet de rentrer. En fait, ça permet de délier les langues et de rentrer sur des exemples très concrets, de te dire, OK, ah bah, tiens, comment ça s'est passé, comment tu as résolu tel problème. En fait, ça permet de. Alors qu'avant, tu restais sur comment on le faisait, on allait pas assez dans le détail, on n'allait pas rentrer dans des questions très concrètes, des exemples, en fait. Et c'est comme ça que tu comprends mieux comment réagit le candidat ou la candidate. Donc, du coup, donc voilà, après entretien avec Vincent, on va plus rentrer dans les détails. Après, il y a donc un entretien tech, enfin, en tout cas métier, avec donc soit quelqu'un en interne, soit quelqu'un de notre réseau, si on n'a pas encore l'équipe en interne. Et après, il y a un entretien un peu fit humain avec l'équipe et donc des personnes qui ne sont pas forcément dans l'équipe OK. avec qui tu vas travailler. Donc, il y a 4, et puis après, il y a des prises de ref. Voilà. Prise de ref, ouais. Ça, c'est systématique de ton côté. Ouais. Systématique. OK. Est-ce que dans cette évaluation, on a une question d'Ariane qui nous demande comment est-ce que tu fais pour tester la capacité d'adaptation des candidats? Puisque c'est super clé en fait. Enfin, les produits changent, parfois le marché, enfin, les conséquences changent, l'équipe Ouais, aussi ouais. va changer. Ça fait partie des qualités clés en startup et c'est parfois un peu dur à évaluer. Comment on fait? Tu as raison, c'est très dur et je ne saurais même pas de l'expliquer. Enfin, moi, je marche beaucoup au ressenti, au feeling. En fait, tu parles à quelqu'un, tu comprends. C'est très compliqué de mettre des termes très précis où il y a des grilles d'analyse, c'est compliqué. Tu essaies de comprendre ce qu'il ou elle a pu faire dans le passé, justement via des exemples très concrets. OK, telle difficulté, qu'est-ce que vous avez fait donc tu vas vite comprendre si la personne est restée un peu bloquée et un peu statique sur le sujet ou si il ou elle a essayé de trouver une solution originale au problème. Enfin, c'est justement en rentrant dans les expériences passées et en prenant des exemples très concrets de problèmes rencontrés, par exemple. Donc, Ouais. typiquement, poser des questions sur OK, qu'est-ce qui s'est mal passé? Donne-moi un exemple de quelque chose qui s'est mal passé, que tu as mal fait, que tu ferais différemment. Et puis après, bon, bah, tu essaies de creuser, creuser, et là, tu comprends. Et après, bon, c'est une histoire de feeling. Tu te dis, OK, bon, cette personne, elle est capable de comprendre vite, elle est capable de s'adapter, voilà. Après, c'est un feeling. Moi, je ne sais pas comment le dire. Ouais, moi, je vais donner un exemple aussi de mon côté et je te rejoins Clément. Donc l'exemple très concret, c'est par exemple nous, notre premier sales en France avec Mathieu qui nous a rejoint. Forcément, c'est un premier sales, on est sur un marché qu'on défriche et qu'on développe. Donc il y a un peu la même logique, tu vois, de capacité d'adaptation et de pouvoir être un peu touche à tout. Il n'y a pas, tu seras SDR et tu vas faire ça. Et c'est très cadré, il y a tous les process, etc. Non, ça se développe de manière assez organique. Et donc là, typiquement, ce qui, en tout cas, avait bien sûr influé moi sur déjà, OK, cette capacité d'adaptation, de te dire, OK, oui, ça peut le faire. Il avait créé une boîte avant, en termes d'expérience. Forcément, par définition, le fait que cette personne ait pu créer une boîte, ça te dit déjà qu'il y a une capacité d'ouverture sur OK, pouvoir faire face à des solutions un peu complexes, s'adapter et autres. Après, il avait bossé chez Payfit pendant quelques temps. En SDR notamment, donc je savais qu'il avait aussi ses compétences un peu métier sur l'apprentissage, c'est peut-être pas OK sur la partie senior, mais notamment sur ce point, et comme tu l'as dit Clément, OK, tu as fait quoi dans le passé? Même ça, tu peux le lire en filigrane. Après, bien sûr, c'est un CV, donc il faut confronter le CV à la réalité et à l'échange, on est d'accord. Mais même ça, quand tu sais que c'est, par exemple, tu dis une personne qui peut faire preuve de capacité d'adaptation et tu te dis, OK, sur le CV, par exemple, elle est restée dans le même poste, dans une boîte, je ne sais pas, assez structurée, que tu veux la mettre sur un premier poste dans une startup en plein développement. Sur le papier, tu peux te dire, OK, il faut que j'approfondisse un peu cette question de capacité d'adaptation et de le voir dans le feeling, parce que même dans ce poste, il y a pu avoir des questions d'adaptation et ça a pu le faire. Mais sur le papier, au moins, tu vois, c'est des petits signaux comme ça. Donc, bien sûr, encore une fois, il faut confronter ça à l'humain et à l'échange. C'est un ressenti et je te rejoins là-dessus, Clément.
Et nous, on a eu exactement on a exactement la même problématique en ce moment à l'incubateur, où en fait, on a l'impression que justement, on est en train de passer à la taille d'équipe où le feeling ne suffit plus, il doit être complété par une scorecard, et en même temps, c'est dur de se débarrasser du feeling. Et en fait, c'est un mix Ouais. intelligent des deux qu'il faut avoir, je pense. Alors, il reste 10 minutes. Ouais, Je c'est pense que vrai, c'est on n'a pas l'occasion trop parlé non parfaite. plus C'est de l'occasion salaire parfaite ni de pour faire un package. rappel du plan. Ouais. Et en plus, justement, on commence à poser des questions, planifier les plans de BSPCE. Donc, Florence, tu peux faire un rappel léger du Ouais, plan bien pour sûr. les personnes qui sont arrivées en retard et ensuite on essaie Avec plaisir. Parce de qu'effectivement, répondre à on a toutes les beaucoup questions. insisté un peu sur la logique, l'opérationnel et tout, mais on n'a pas trop parlé non plus aussi de ce qui est essentiel, c'est quoi ton package? Parce que, ok, tu rejoins l'aventure, au-delà de comment tu fais, c'est aussi qu'est-ce que tu proposes pour les attirer. Et donc là, forcément, il y a la question du salaire, c'est évident. Et donc ça, c'est fixe comme variable, notamment pour des postes, par exemple, sales et autres, il faut se positionner par rapport à ce qui est sur le marché, donc ça demande une question de benchmark. Et évidemment, l'argument qui est le plus utilisé aussi en complément du salaire, c'est l'intéressement capital. Donc la mise en place de plans de BSPCE, nous, on aide justement les boîtes avec Silegaz à le mettre en place. On connaît hyper bien le sujet et c'est quasi systématique de le prévoir. Mais après, ça pose la question de OK, combien je prévois déjà et on revient un peu à la genèse sur OK, le pourcentage du capital, généralement, c'est entre 5 et 10%. Donc après, du 5 à 10, à vous de définir par rapport au plan de recrutement, c'est ce qu'on recommande. Donc, on va peut-être pas trop aller dans le détail puisqu'il nous reste peu de temps, mais c'est hyper important de l'avoir dans le cadre de la levée ou même pré-levée s'il y a des questions de recrutement qui se font sentir sur des profils clés qui vous rejoignent à ce moment-là. Mais bref, donc là, en tout cas, après, comment vous proposez ça? C'est du salaire en termes de package et de l'equity, généralement. Et vous, la question de savoir, c'est combien je te propose en fonction de tel poste, en salaire et en equity. Là-dessus, sur la partie, petite parenthèse, nous, il y a Figures qui est une boîte qui permet d'avoir pas mal de benchmarks sur le salaire, qui est vraiment top. Donc, ça, c'est intéressant d'aller regarder. Et nous, après, on a pas mal de data aussi. On avait fait un baromètre, notamment HEC nous avait aidé là-dessus. Donc, c'était fin d'année, début d'année de cette année, sur tout ce qui était combien tu vas donner, combien tu réserves au capital pour du BSPCE et combien tu donnes à qui. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Il faut le prévoir, en tout cas. Je ne sais pas comment toi, tu as pu définir ça, Clément, c'est intéressant peut-être d'en parler, mais ouais, il nous reste peu de temps. Après, le dernier point, c'est donc, premier point, c'était la genèse. Deux, c'est ces questions-là. Il y a les questions aussi des locaux. C'est pareil, je m'étais dit, OK, comment tu fais pour les locaux? Et le dernier point, c'est sur la culture d'entreprise, mais je pense que c'est lié avec aussi la partie intéressement capital. Est-ce que tu intéresses tout le monde ou pas? Donc, par rapport au package que tu vas proposer. Forcément, ça participe à la culture de l'entreprise. Comment tu vas communiquer sur les salaires aussi et sur le capital? Enfin bref, ça, c'est le troisième point. On va essayer de Ouais. tout ça. Ouais, je réponds rapidement à ces questions. Donc, nous, effectivement, tout le monde est associé au capital. Donc, on donne des BSPCE à tout le monde, y compris les alternants. En fait, dès que tu as un contrat, en fait, légalement, il faut que tu aies un contrat de travail. Donc, exactement. Tu as la question d'éligibilité, ouais. ouais. Donc ça, c'est le premier point. Nous, effectivement, les BSPCE, ça, c'est une négociation que tu as au moment de ta levée de fonds avec le fonds. Les standards, effectivement, c'est 5 à 10%. Je crois que nous, on est à 7. Bon, Tu es dans la fourchette, voilà. Donc, tu as la possibilité. En fait, c'est une limite. Hein, c'est-à-dire que tu peux aller jusqu'à 7. Après, en fonction de tes recrutements, Tu vas pas tout attribuer, bien sûr. tu peux ne pas tout attribuer. Ça te donne la possibilité, notamment si tu veux recruter un profil clé et que tu vas avoir un modèle un peu différent. Nous, on a une règle c'est un pourcentage du salaire tous les ans qu'on distribue en BSPCE. Et ce pourcentage, il varie en fonction du niveau de seniorité en fait, et de l'impact que tu peux avoir dans la boîte. Donc voilà, c'est 10, 20 ou 30% de ton salaire en BSPCE qui sont distribués tous les ans. Et après, sur les salaires, alors je sais on a pas mal réfléchi à ce système-là. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit tu donnes tout dès le début, mais après, c'est compliqué. En fait, notre problématique, c'est compliqué de définir l'impact de quelqu'un au moment où tu le recrutes et tu fais un plan. Parce que, en fait, c'est plus simple de pouvoir voir aussi comment la personne évolue. Enfin, quelqu'un qui va vachement évoluer. Bien sûr. Donc, en fait, on s'est dit, OK, on va annualiser ce truc-là et faire en sorte que ça va permettre de prendre en compte la progression de quelqu'un et pas uniquement une image statique au moment où on le recrute, de se dire, OK, cette personne, je parie que ça va être ça. Et donc, c'est ça. Bref, on a pas mal réfléchi. Donc, c'est quelque chose qu'on distribue tous les ans. Et qui est un pourcentage qui est en pourcentage de salaire et en fonction de ton impact dans la boîte.
Du coup, Euh, ça, c'est le package. Donc, toi, à chaque fois que tu as un recrutement, tu as le salaire, évidemment. Et donc, tu fais le benchmark. Pour le benchmark, là, tu passes Ouais. par quoi? Les C'est managers, bah nous, enfin, déjà, on prend en compte le salaire déjà de la personne. On regarde aussi les salaires autour de nous. On en parle. Globalement, ce qui ouais, nous bien paraît sûr. important, c'est de se dire est-ce que ce salaire est juste et par rapport à même au reste de l'équipe. On essaie d'avoir une cohérence globale en fait. Notre but, c'est de bien en fait, on va recruter les meilleurs. Donc, je pense qu'on paye au-dessus du marché. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'on veut. Mais voilà, c'est une cohérence globale. Donc, on va pas forcément s'aligner sur tout ce que souhaite le candidat. On est aussi même dans Bien des sûr. situations où on se dit, bah, non, en fait, ce que tu me demandes, c'est pas suffisant. Ça m'est déjà arrivé de donner un salaire qui est supérieur à ce qui était demandé. Parce que nous, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît. Et on a une transparence totale dans la boîte, c'est-à-dire qu'on met tous les salaires sont publics avec le niveau de Tu as BSPC. une grille, ok. Tu une grille que tu mets à disposition de tout le monde et tout le monde Tout le monde peut peut voir. avoir. Ok. Et sur la partie fixe variable, on met ça aussi à disposition. Aujourd'hui, c'est vraiment sur les fonctions plus sales où tu as du variable Ouais, généralement. Et on n'a pas encore vraiment complètement structuré cette partie-là, donc ça va venir bientôt. Mais oui, on va mettre en place du variable parce que c'est comme ça que ça marche. clairement. C'est Bah, parti. surtout sur ces postes, ouais. Bien sûr qu'avec tous les objectifs. On Et, essaye au maximum de faire du 50-50, enfin ouais, les sales, de les rémunérer au maximum sur bien du sûr. variable. Bien sûr. Ouais, clairement. Euh, Et sur cette partie, enfin, c'est clair. Et l'autre question, c'est une question que je m'étais notée, et c'est une question qui a été posée, c'est sur les locaux. Ça paraît peut-être un peu anodin, mais en fait, je pense pas vraiment, parce que c'est aussi, ça participe à la culture de ton équipe et tout. Vous avez pris des locaux directs après le site, ou même avant? Alors, nous, on est resté chez Station F. Là, on est en Ouais, train justement de faire une transition. On est resté parce que c'était plus simple. On avait une croissance importante et en fait, on ne voulait pas devoir prendre un bureau et changer. Et ouais, là, on a encore fait la solution de la flexibilité. Là, on va rejoindre WeWork bientôt, qui va nous permettre de pouvoir rapidement croître. Parce qu'en fait, si on prend des bureaux pour 20 ou 25 et qu'en fait, on doit changer dans 6 mois, c'est pas, bon, c'est pas agréable. Donc voilà, on cherche plutôt la flexibilité pour le moment. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on recrute. En fait, on va essayer de recruter la bonne personne, peu importe où elle est. Donc, on a recruté pas mal en remote dans différentes villes en France, à Caen, à Lyon, à Lille, à Londres même. Donc, en fait, voilà, on essaie d'être et puis après ce qu'on met en place c'est qu'on paye tous les déplacements de ceux qui sont pas à Paris pour venir ici quoi. Et ça, c'est sur la partie culture justement d'entreprise. Tu le lis avec un onboarding, parce que donc, si on passe sur le dernier point, forcément, toute la question dont on a parlé là, donc de communication sur le salaire, sur les BSPCE, sur la partie equity, c'est un choix quand même assez important. Ça va forcément, je pense, de pair au fait que tu intéresses tout le monde au capital, le fait de partager ça. Et c'est souvent ce qu'on observe, nous, chez Illegal, avec les boîtes qu'on accompagne. Si tu as des boîtes qui ont, par exemple, uniquement des top profils qui intéressent au capital pour des raisons qui sont propres à leur culture de boîte, ils ont peut-être moins tendance aussi à avoir une grille de salaire et une grille d'equity qui est complètement transparente. Mais Mm. ça participe également, tu vois, alors, Mm. à cette logique-là. Ça, toi, c'était un choix que vous avez fait dès le départ avec ton cofondateur? Ouais. En fait, on s'est dit, en fait, bon, ça fait aussi partie de la culture de la boîte. C'est-à-dire que nous, on est très cash, on est très direct, on se dit les choses. Et en fait, il n'y a pas de raison on donne toutes les infos avec Vincent, on donne tout. Il n'y a pas de rétention d'informations. Si on décide, même sur l'actionnariat de la boîte, sur des décisions stratégiques, même en termes de stratégie de levée de fonds, on communique tout en fait. On Ok. communique les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, on se dit tout. Donc, on s'est dit, il n'y a pas de raison de ne pas donner les éléments de rémunération. En fait, voilà, c'est simplement. Donc, c'était vraiment pour nous, on l'a fait dès le début. Voilà. Ouais. Et pour revenir sur la partie BSPCE dont on a parlé, effectivement, il y avait une question là, c'était en fait quel est le meilleur moment de préparer les BSPCE? Alors, ça, c'est en fait, dès que tu as une question sur la partie recrutement et que c'est un profil clé, est-ce que tu vas l'intéresser au capital peut-être avant ta levée ou après ta levée? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Et Ouais. ça, c'est effectivement, en fait, tout dépend de ce profil. Est-ce que tu veux l'intéresser au capital là maintenant tout de suite, ce qui va engendrer peut-être des frais et de mettre en place un plan de BSPCE avant ta levée? D'un point de vue en fait bénéficiaire et d'un point de vue financier, c'est beaucoup plus intéressant pour le salarié qui va bénéficier de BSPCE d'être avant la levée. Pour une raison très simple, c'est que son prix d'exercice, parce que les BSPCE, pour rappeler un peu l'idée, c'est un droit d'acheter une action, c'est un stock option, c'est un droit d'acheter une action à un prix déterminé. Ce prix déterminé, il est basé sur ta valo. Donc, si ta valo, elle est avant ta levée de fonds,
eh ben, ce sera d'autant plus intéressant parce que le prix d'exercice, donc le prix d'achat de l'action, sera assez faible. Et donc, tu auras une plus-value potentielle assez importante dès la prochaine levée de fonds où la valorisation aura augmenté. Donc ça, c'est d'un point de vue très concret sur ce qui est plus intéressant pour un salarié que tu pourrais intéresser avant ta levée de fonds. Souvent, ce qu'on observe aussi, c'est ceux qui veulent intéresser des salariés ou peut-être qui vont les rejoindre, mais juste avant la levée, mais avec un prix d'exercice qui est justement prélevé. Et en fait, ça, juridiquement et même fiscalement, c'est risqué, il ne faut pas le faire, ça revient tout le temps, on le voit tout le temps chez Citygals. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas justifier d'avoir un prix d'exercice avec une valorisation la veille du closing de ta levée qui a, allez, disons, à la valeur nominale, donc à 1 euro par exemple, ou 1 centime, et le lendemain, c'est à 10 euros pour caricaturer. Donc ça vient souvent. Donc, pour répondre à ta question, et Clément, je suis curieux d'avoir aussi ton point de vue là-dessus, c'est si tu as un besoin vraiment pour un profil clé et que ça fait sens de pouvoir le recruter avant ta levée et de l'intéresser au capital avant la levée et que la levée de fonds n'est pas trop proche de ce recrutement en question de mois, c'est effectivement une bonne idée de pouvoir intéresser au capital maintenant. Après, souvent, ce qui se passe aussi, c'est tu attends d'avoir ton plan de recrutement, de prévoir ton pool, de prévoir aussi ton plan d'intéressement au global et pas un point et un cas individuel. Parce que le cas de la prélevée, je pense, c'est souvent des cas individuels spécifiques, alors que après ta levée de fonds, donc certes, il y aura la valorisation arrêtée lors de la levée, mais c'est dans un cadre un peu plus structuré. Et c'est ce qu'on s'est dit là avec tes salaires, avec combien tu vas donner à qui sur la base de quels critères, comme tu l'as dit, toi, Clément, avec Aria. Voilà comment je peux répondre à cette question. Non, mais c'est vrai, c'est important. Enfin, donc, en gros, soit, effectivement, généralement, quand tu es prélevé, tu n'as pas forcément envie de dépenser trop d'argent là-dedans, Ouais, parce que ça a un coût d'émettre des BSPCE. Donc, en fait, idéalement, en fait, même si en termes de. En fait, si c'est 2 mois, si tu recrutes quelqu'un un mois et demi avant la levée, en soi, tu peux dire que c'est pas déconnant d'un point de vue un peu philosophique, mais un point de vue bon sens, de se dire, bon, en fait, il arrive, le gros du boulot a déjà été fait, la levée exactement. est déjà sécurisée, donc c'est pas déconnant de le rémunérer post-levée de fonds, en fait, parce que Mais il participe à la donc, création de maintenant, valeur qui est après, quoi. après. En revanche, s'il arrive vraiment un an, enfin, tu recrutes quelqu'un qui paraît clé et tu n'es pas du tout dans une logique de je vais lever des fonds. Et là, à ce moment-là, il faut effectivement qu'il soit incité sur la valeur créée entre le moment où il l'a rejoint. Et parce que si en fait, dans un an, tu lèves des fonds et si tu n'as toujours pas donné de BSPCE, c'est un peu dégueu pour lui, quoi. Voilà. Ouais. Parce qu'elle a Après, participé effectivement à la création de valeur entre le moment où il a rejoint et la levée. Et si tu ne l'as pas fait à ce moment-là, il y a la technique, c'est d'en donner un peu plus. C'est ça, la prime à. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Si jamais tu te sens un peu, tu n'as pas tout anticipé, et ben en fait, tu peux effectivement compenser post-levée de fonds en disant, OK, lui, ça fait un an qu'il est là. En fait, il a besoin de plus au même niveau que les autres. Et ils vont en avoir plus parce qu'il a rejoint le boulot, la boîte avant. Après ça, il faut être assez transparent avec ton fonds. Parce que quand le fonds il vient, il te demande aussi combien tu as fait de BSPCE avant, parce qu'en fait, lui, il ne sera pas dilué de la même manière. En fait, si le fonds est dilué de façon ex post parce que tu n'as pas donné avant, en fait, tu dilues le fonds plus que ce qu'il n'aurait dû être. Donc, il faut aussi être transparent avec le fonds en question et bien lui dire, OK, je n'ai pas donné de BSPCE à cette personne-là, je compte lui en donner après pour le rémunérer sur le passé. Donc, prenons en compte dans le calcul que enfin, en Je vais gros, en donner plus là à telle personne, et ce qui est normal par rapport à la grille qu'on voulait. Et ça voilà. revient effectivement, comme tu disais, toi, c'est comme ça que tu peux déterminer entre le 5 et 10% dont on parlait tout à l'heure, qui est le standard. Peut-être tu seras plus à 10% parce que tu avais, je sais pas, 3-4 personnes à qui tu voulais mettre cette prime. Plus tu veux te réserver une sorte de petit buffer de sécurité pour d'autres profils clés. Et tu sais que tu as 4% que tu veux déjà attribuer au plan de recrutement que tu as prévu, par exemple. Ouais. Voilà, par exemple. Donc, non, c'est vraiment une des questions qui reviennent très souvent. Si vous en avez, avec plaisir pour y répondre sur cette partie BSPCE. On voit tout le temps, nous, ceci dégage. Ouais. Il y a une règle qu'on met en place, par exemple, pareil, sur le prix, effectivement, le prix d'exercice, tu ne Ouais, peux pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est simple. En revanche, la distribution qu'on donne, quelqu'un qui nous rejoint un an ou un an et demi après, c'est un autre, même s'il n'y a pas eu d'élément de levée entre les deux, mais en fait, on va relativement donner moins à celui qui nous rejoint plus tard parce qu'il aura moins participé à la création de valeur. Donc, à salaire égal, enfin, deux personnes qu'on considérerait comme identiques chez nous, on va prendre en compte la date d'arrivée. Les prix d'exercice, on ne peut pas parce que c'est compliqué. c'est d'un point de vue juridique et
et fiscale. Effectivement, le prix d'exercice, on ne peut pas dire bah, toi, je te donne à 5 et toi, je te donne à 10. Non, ça, c'est pas possible. Mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment quand tu rejoins la boîte, bah, toi, tu participes à la création de valeur et ce qui est cette création de valeur, bah, c'est la valorisation un peu corrélée à la valorisation de la boîte. Et donc, c'est intéressant. Donc, c'est peut-être logique, je t'en donne peut-être un peu moins, c'était arrivé plus tard par rapport à la prochaine levée. Et il y a pas mal de modèles qu'on peut trouver sur Internet là-dessus, mais Et nous, c'est aussi pour ça qu'on annualise les distributions, c'est qu'en fait, on se dit, bah, tous les ans, tu participes à la valeur créée ici, quoi. Donc, ouais. voilà. Et tout ça, ouais, effectivement, culture d'entreprise, la partie intéressement au capital, c'est hyper clé parce que bah, ça revient à toutes les infos que tu peux donner sur la boîte. Il faut comprendre la logique de financement, sur l'accroissement de valeur, bah, tu vas gagner quoi et toute cette partie communication. Je pense que tu passes pas mal de temps aussi à expliquer toute cette logique à tes salariés, Clément. Ouais, nous, on a fait une presse hyper clean, hyper claire sur ce que c'est les BSPCE pour vraiment communiquer de façon précise. Parce qu'après, il y a plein de paramètres aussi à communiquer et préciser qui sont importants. Ouais, le vesting, le La prix durée d'exercice. d'achat, Ouais, l'exercice, etc., etc. carrément. Et donc, la dernière question que j'avais, parce que je crois qu'on a dépassé de 5 minutes déjà, mais c'était bah, une question un peu bateau, mais bon, il fallait clôturer. C'est quand construire cette culture d'entreprise. Ouais. La réponse qui me vient, c'est plutôt bah, tout le temps en fait, mais voilà, je voulais avoir ton avis, et même le tien aussi, Ariane. Ouais, écoute, moi j'ai envie de dire le plus tôt possible. Alors moi au début cet exercice, je suis hyper transparent, je me projetais pas, je me disais de loin, ok, bon, c'est un peu, enfin, c'est un peu bullshit, un peu Ouais, pipeau. ouais, c'est ça, Et en ouais. fait, tu le perçois pas tant que tu n'as pas à structurer une équipe en fait. Et ça, je me le dis. Et dès que j'ai dû structurer une équipe, là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est hyper important. Et du coup, le déclic, ça a été, bah, en fait, un peu post-levée de fonds, on s'est dit, ok, bon, voilà. Il faut qu'on. C'est même pas il faut, c'est une nécessité. Sinon, le recrutement, on va faire n'importe quoi. Et finalement, c'est un peu ce que je disais sur les recrutements. C'est plutôt au début, tu vas recruter des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, dans les mêmes, qui vont retrouver les mêmes valeurs, les mêmes façons de travailler. Parce que sinon, il y aura un problème. Il y aura le risque de se tromper est beaucoup plus fort. Donc en fait, nous, on a commencé à le structurer l'été dernier, ces sujets-là. Et comme tu le dis, c'est constamment en construction et là, c'est encore en chantier et ça sera en chantier tout le temps, en fait. Mais c'est normal, en fait. La culture n'est pas la même quand tu es 5, 10 que quand tu es 60, puis 100, puis 300. Moi, là-dessus, sur la question de quand est-ce que c'est le bon moment pour la culture d'entreprise, j'ai un point de vue très tranché là-dessus, c'est dès le début. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais j'avais lancé l'assaut d'entrepreneuriat de l'ESCP. On est passé de 5 à 25 en 6 mois. Et donc, en fait, j'ai été confrontée clairement à cette situation. Et en fait, justement, c'est un cas particulier parce que là, tu recrutes et tu fais travailler des personnes qui ne sont pas du tout payées. Donc, il faut qu'ils soient super motivés. Et du coup, en fait, littéralement, en fait, c'est sur la culture qu'on a recruté uniquement, en fait. Et c'est sur la culture qu'on a fait notre tri aussi. On a vraiment fait notre tri sur est-ce que tu fites avec la culture, est-ce que tu fites pas avec la culture. Et c'est ça qui a sauvé l'assaut. Et je sais que là, ce que je veux dire, ça se prête pas forcément à la startup parce qu'on peut pas forcément. L'équivalent, c'est la période d'essai. Mais quand j'avais recruté des personnes et je me rendais compte qu'en fait, elles n'étaient pas dans la culture, viré de l'assaut. Enfin, c'était super tyrannique. Mais c'est un peu l'équivalent de la période d'essai ici. C'est si je sens que tu ne fites pas, tu peux ralentir le reste de l'équipe, etc. Enfin, pardon, c'est super sharp ce que je fais, Non, mais mais ça fait encore une partie fois, des c'est choix l'expérience. justement dont parlait aussi Clémence. Ouais. Bah, tu prends des décisions et en fait, tu laisses pas trop languir le truc et il faut arbitrer à des moments, Bien ouais, sûr, clairement. Ouais. cette culture est aussi co-construite par les personnes qui arrivent. Et dans le cadre de l'incubateur HEC, clairement, moi, je peux dire qu'en fait, on a une culture d'équipe assez forte, assez forte. Et c'est celle-là qui m'a séduite d'ailleurs. C'est ça qui a fait que j'ai rejoint l'incubateur HEC. Et du coup, c'est quelque chose que vraiment on teste chez tous nos candidats. Et pour moi, c'est clé pour la cohésion, en fait. Mais du coup, c'est vrai. Mais l'inconvénient de cette approche, c'est qu'il ne faut pas se prendre au piège de rentrer dans une culture complètement top-down. Bon, ce qui ne se fait pas, du coup, si jamais en fait, les personnes qui rejoignent, c'est qu'elles y adhèrent et donc elles y participent aussi. Là où je n'ai pas la réponse, par contre, c'est à quel bon moment pour recruter, par exemple, un chief of staff dont le rôle uniquement sera justement de renforcer cette culture. Je n'ai pas la réponse.
Je pense que le rôle là-dessus, c'est le CEO et l'équipe fondatrice qui jouent un peu ce rôle de chief of staff tant qu'il n'y en a pas. Et après, quand on arrive dans une logique, et ça revient à ce qu'on s'était dit aussi sur, tu as des profils généralistes, donc au début, c'est le CEO, c'est les fondateurs qui font un peu ce rôle, et peut-être un plutôt qu'un autre, parce qu'ils ne vont pas jouer les deux ce rôle de chief of staff, donc il y en a un qui jouera peut-être un peu plus ce rôle, jusqu'au jour où il faudra le recruter, ce chief of staff. Et nous, par exemple, là, on recrute justement une personne pareille sur cette partie-là, c'est nécessaire. Et c'est quand tu arrives à un stade de maturité qui est selon ton modèle, selon toi aussi ta culture d'entreprise. Toi, je ne sais pas si tu vas en recruter un de chief of staff, Clément, mais je pense que ça peut arriver, je sais pas, à partir de ta série A, si on reprend un peu ces logiques qui permettent de se donner des références, même s'il y a toujours la question de la maturité qui peut évoluer, mais voilà, par exemple. Mm. Ouais, pour l'instant, on n'a pas réfléchi encore au rôle de chief of staff, mais oui, ça peut arriver. Et là où je te rejoins, Ariane, c'est qu'effectivement, je pensais que au début, c'est nous enfin, on T'insuffles. initie le truc, et puis après, enfin, c'est plus qu'une initiation. On va conserver des valeurs dans le temps qui vont être un peu immuables, mais par contre, on va le nourrir avec les nouveaux qui vont aussi faire évoluer la culture. En fait, c'est quelque chose qui bouge, en fait. Ouais. Voilà, Merci je pense qu'on a fait beaucoup. les 3 points. Ouais. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui est resté, enfin même 10 minutes après la fin. On sait que vous avez tous probablement des choses à faire et vous avez complètement set up votre agenda pour la journée, donc on ne va pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup Florent. Merci. C'était vraiment très intéressant. J'ai eu des messages privés qui m'ont dit « Oh, c'est trop bien ». Et puis merci à tous qui étaient là. Merci pour votre participation. Merci pour vos questions qui ont vraiment rendu l'élément dynamique. On espère qu'on a répondu à un maximum de questions. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, donc je vais parler pour moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous, l'incubateur HEC, si vous avez des questions sur l'incubateur HEC. Si vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez des questions, s'il y a d'autres entrepreneurs de l'incubateur HEC dont vous aimeriez bien avoir des retours d'expérience et sur quel sujet, et je vais vous laisser faire vos petits au revoir, Clément et Florent. Ça marche. Merci à tous. Ouais, merci beaucoup. N'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions. On est sur le Slack Station F, HEC, et puis on est aussi à Station F, comme vous pouvez le voir. Donc, merci beaucoup. Merci Ariane, merci Clément. Passez une bonne journée. Bonne Salut tout le journée. monde. Passez une belle journée.